Madame, Monsieur, bonsoir. Feu de forêt au menu de questions d'actu ce soir. À chaque été, c'est la même angoisse. Voir des hectares de forêt partir en fumée à cause de la chaleur, de la sécheresse et des viles intentions ou d'inattention humaine. Les tout premiers feux de forêt de 2023 se sont déclenchés durant le dernier week-end de juin à Dar el-Foual, à Qsar Sgher, dans la province de Tanger. 3 Canadair, 5 camions citernes et 3 véhicules d'intervention rapide ont été mobilisés pour contenir les flammes qui ont tout de même calciné quelques 30 hectares d'arbres forestiers. En 2022, plus de 27 000 hectares ont ainsi été brûlés dans les incendies de forêt, selon l'Agence nationale des eaux et forêts. Alors, quelles sont les origines de ces feux ? En France, par exemple, près de 9 incendies sur 10 sont d'origine humaine. Qu'en est-il chez nous ? Tout en sachant que le bassin méditerranéen est de plus en plus exposé, en prenant en compte bien sûr les éléments comme la sécheresse, le changement climatique, qui augmentent les risques d'incendie. Mais le Maroc semble tirer son épingle du jeu. En témoignent ces chiffres. Les chiffres des superficies brûlées au Maroc, par exemple, au cours de l'année 2022, sont faibles en comparaison avec les superficies sinistrées dans des pays voisins. En chiffres toujours, 2 fois moins qu'en Algérie et 10 fois moins qu'en Espagne. La clé, prévenir plutôt que guérir. Et pour nous parler des solutions qui diminuent les risques liés aux feux de forêt, j'accueille aujourd'hui le directeur général de l'Agence marocaine nationale des eaux et forêts, l'ANEF, Abdelrahim Houmi. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté de répondre à nos questions. J'ai également le plaisir d'accueillir avec nous ce soir dans le plateau de questions d'actu l'enseignant-chercheur à l'Institut d'agronomie et l'Institut à l'IAV, professeur Taher Srairi. Bonsoir. Merci Madame pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Donc, nous sommes en pleine saison d'été. Je vais commencer par vous, Abdelrahim Houmi. Comment s'annonce cette saison ? D'abord, c'est une année de sécheresse. Est-ce que l'année a été moins sèche tout de même que 2022 ? Ça veut dire qu'il y aurait moins de feux de forêt qu'en 2022 ? Tout d'abord, je dirais qu'il faut tout d'abord faire connaître, ça veut dire les incendies de forêt, parce que souvent le concept paraît simple, mais en fait c'est quelque chose de complexe et de multidimensionnel. Parce que dans les incendies de forêt, il y a plusieurs prismes d'appréciation. Il y a l'aspect sécuritaire, parce que quand on parle des incendies, il y a des vies qui sont menacées, il y a des populations qui sont menacées, il y a des sites stratégiques qui sont menacés. Il y a aussi le prisme économique, parce que quand il y a incendie, il y a perte de ressources naturelles, il y a aussi des investissements qui sont liés à la lutte des incendies. Il y a le prisme aussi écologique, environnemental. Bah oui. Et là, évidemment, on parle d'écosystème, mais aussi on parle d'aspects bénéfiques de l'incendie pour l'écosystème, mais aussi de perte sur la biodiversité. Il y a aussi des dimensions qui sont souvent citées, c'est l'aspect médiatique. Vous savez, quand on parle d'incendie de forêt, on parle d'aspect sensationnel, on parle aussi d'informer la population, de sensibiliser, donc c'est aussi une dimension importante. Et il y a également des dimensions politiques et culturelles et autres. Bon, le politique, vous savez, les incendies de forêt, ça peut aller jusqu'à des questions de souveraineté. Donc, de souveraineté, quand le pays il est incapable de gérer lui-même ses incendies, et ben voilà, donc il est touché dans sa souveraineté. C'était le cas pour le Canada, par exemple, tout récemment, qui a quand même demandé de l'aide aux États-Unis pour pouvoir contenir. Mais bon, après, ça dépend de la taille aussi de l'incendie pour qu'il prenne vraiment un aspect politique. Donc, pour répondre à votre question, je dirais tout d'abord que souvent, on faisait le lien entre la saison d'été et les incendies. Oui. Aujourd'hui, c'est une relation qui a totalement changé. Les incendies, ils peuvent survenir donc à tout moment. On a vu des incendies au mois de février, au mois de mars, au mois d'avril, et ça s'étend jusqu'au mois d'octobre. Donc, ce n'est plus l'été qui posait problème, mais c'est plutôt... Et tout ça, bien sûr, il est lié au changement climatique, il est lié à la sécheresse. Cette année, effectivement, nous vivons une année sèche. Donc, les risques sont là, mais évidemment, je dirais que notre pays il se prépare convenablement pour lutter
lutter sur... Donc, même si l'année est moins sèche que l'année dernière, les risques sont là, hein, Brahim Houmi. En fait, il y a eu deux thèses. Il y a des thèses qui disent que, bon, quand il y a une année pluvieuse, il y a beaucoup d'estrates herbacées et donc, finalement, les risques aussi augmentent. Okay. Quand il y a sécheresse, aussi, l'espace forestier, il est plus sec oui. Et par conséquent, aussi, il est vulnérable. Ce que nous avons vécu l'année dernière, c'est plutôt l'augmentation de l'inflammabilité de la forêt. Cette année, on est sur une situation intermédiaire. Je dirais qu'on n'est pas tout à fait dans le même scénario que l'année dernière, mais les risques, quand même, ils sont là. Une évolution, Tahel Sareri, quand on regarde un peu ce phénomène de feu de forêt qui est aussi vieux que l'histoire récente, en tout cas de l'humain. Est-ce que dans notre bassin méditerranéen, et comme en témoignent ces feux de forêt qui se répètent pas seulement lors de la saison estivale, mais est-ce qu'il y a une évolution vers de plus en plus de feux de forêt, selon l'histoire ? Moi, je pense que votre question elle est claire et la réponse est claire aussi. Je dirais oui. Là, je lisais récemment des travaux de recherche. On peut dire que depuis que le phénomène du changement climatique est maintenant acté par la littérature scientifique, effectivement, il y a une augmentation de l'incidence des feux de forêt, notamment dans la zone méditerranéenne, plus particulièrement, je dirais, au sud de la Méditerranée. Et à cet égard, il faut le dire, ce qui fait peur, c'est les épisodes d'augmentation, on va dire, de température. C'est là où il y a plus de risques, ce qu'on appelle dans le langage vernaculaire les coups de Chergui. C'est là où, malheureusement, on a plus d'incidence de feux de forêt. C'est renseigné, il y a des travaux d'universitaires marocains qui le montrent de manière claire. Vous ajoutez à cela, il y a un autre risque qui est bien sûr celui de l'altitude, parce que bien sûr ça veut dire plus de difficultés de la part du forestier à maîtriser donc le passage vers des zones à risque. Et on discutait tout à l'heure avec votre invité, effectivement, aujourd'hui on a des outils qui ont été mis en place pour essayer justement de pallier, on va dire, ces manques, disons, de repérage des zones à risque quand il y a donc ces incidences. Et c'est là où le chercheur joue un rôle central, où effectivement, je veux dire, on réinvente pas la roue, mais ce sont des pratiques qui se font un peu partout, quand bien même certaines n'empêchent pas des feux de forêt aussi importants que ceux qu'a vécu par exemple le continent européen lors de l'été dernier. La recherche, elle travaille plus, on va dire, ex post. Et après qu'il y ait eu des incidences de feux de forêt, on a des données, on essaie de comprendre. Mais bien entendu, rien ne remplace le rôle du gestionnaire sur le terrain pour essayer d'abord de prévenir ces feux de forêt, notamment en ces périodes, donc disons, d'augmentation subite des températures. Mais je pense qu'il faudrait ajouter aussi un point important, c'est rappeler à l'opinion publique l'importance de la forêt. On est dans un pays qui s'urbanise de plus en plus. Je pense qu'il y a un rôle important de la part de toute la société civile à rappeler à nos jeunes, notamment dans les villes, les rôles fondamentaux de la forêt. Mais il y a déjà des campagnes de sensibilisation vis-à-vis de cela. Est-ce que vous pensez qu'elles sont efficientes pour parler à ces jeunes ? Il n'y a pas que les jeunes, il y a toute la population de manière générale, mais il faut rappeler les rôles primordiaux, des rôles parfois qu'on ne voit pas, parce qu'on pense à la forêt, on pense au bois, on pense peut-être à des matières premières qu'on va extraire de la forêt, mais on oublie le rôle récréatif, on oublie le poumon de la planète, le poumon de nos pays. Bien sûr, ça régulateur de température aussi. Exactement, et puis le rôle récréatif qui n'a pas de valeur. Il y a eu des travaux d'ailleurs d'universitaires qui essaient un peu d'évaluer ce que peut représenter la forêt. C'est des millions de dirhams, mais on ne les touche pas, ce n'est pas palpable. Mais quand vous voyez par exemple le dimanche dans les abords de la ville où nous vivons, Rabat, quand vous voyez la Mamora qui est prise d'assaut par des populations qui éprouvent un besoin d'avoir un contact avec la nature. Et donc je pense qu'il faut revenir à ces fondamentaux-là pour bien évaluer à leur juste valeur la catastrophe que font peser les feux de forêt. Le Maroc compte 9 millions d'hectares, c'est Brahim Houmi. Oui. Alors ces 9 millions, si on parle justement de ce potentiel que nous avons, ces chiffres-là sont plutôt bons pour un pays comme le Maroc. Est-ce que c'est des chiffres qui partent à la hausse ? Est-ce qu'on connaît aussi une régénération de notre capital forestier, si on peut l'appeler ainsi, en connaissant la réalité de l'urbanisation de notre pays, de nos villes aussi ? Tout d'abord, pour
faire le lien entre, je dirais, la superficie de la forêt et ce que la forêt donne à la société. On a fait des tentatives d'évaluation donc de la valeur qu'apporte la forêt à la société marocaine. Donc c'est 17 milliards de dirhams par an. Donc ça comprend bien sûr le rôle social qui fait notamment par l'utilisation d'espaces forestiers comme parcours pour l'élevage. Il y a aussi le rôle de la forêt pour la production du bois énergie, mais aussi il y a des rôles d'ordre environnemental sur la préservation de la biodiversité, la gestion de l'eau, le cycle de l'eau. Et il y a aussi une fonction économique donc, qui se traduit par la valorisation des produits forestiers. Qui est le bois. Qui est le bois, les plantes aromatiques et médicinales, les produits de la chasse et de la pêche. Okay. Peut-être la particularité de la forêt marocaine, c'est qu'aujourd'hui, il a plus une fonction sociale qu'une fonction économique et environnementale. Ouais, c'est pour ça que quand vous dites 17 milliards, moi j'ai été étonné, vraiment. Donc la fonction économique de la forêt marocaine, elle se limite à 13%, alors que tout le reste, c'est essentiel social, 53%, et le reste, c'est l'environnemental. Justement, dans la stratégie forêt du Maroc, ce qu'on souhaite, c'est d'élargir le rôle économique de la forêt par des actions de valorisation, que ce soit l'écotourisme, que ce soit l'amélioration de la productivité de la forêt. Donc, c'est quelque chose d'important pour le pays, pas seulement pour la génération actuelle, mais aussi pour les générations futures, sachant que les défis des changements climatiques sont énormes pour toute la planète et pour toute la communauté. Mais est-ce que vous pensez que qu'est-ce qui coûte, combien coûte à la forêt, combien coûte à l'État chaque incendie de forêt? Si on parle de 22 000 hectares, parce que là vous avez parlé de ce qu'apporte la forêt ou oui. Ce que pourrait apporter, c'est les 17 milliards ou ils apportent déjà, c'est déjà existant. Ça existe. Ouais. Alors combien ça coûte quand on voit des forêts calcinées comme dans les images que nous sommes en train de regarder? Alors parce que dans ces évaluations, il y a ce qu'on appelle le coût direct. Ça veut dire, par exemple, dans une forêt calcinée, donc c'est le bois qui est perdu, donc c'est un coût direct. Il y a les coûts indirects liés à la fonction environnementale, donc toute la problématique d'infiltration de l'eau, le cycle de l'eau, donc ça traduit bien sûr une rareté de l'eau, ça traduit par donc l'assèchement, ça traduit aussi par l'érosion du sol. Ça traduit. Et il y a aussi, je dirais, le rôle social, évidemment. Donc, tous les espaces incendiés, c'est des espaces qui sont perdus pour l'élevage et pour le parcours. Alors, l'ANEF, donc l'Association nationale des eaux et forêts, publie un bulletin de risque journalier. Oui. Il est destiné à qui? Bon, alors tout d'abord, il faut rappeler que pour gérer la problématique des incendies de forêt, on a besoin de définir un peu les cartes de risque. Où sont les zones vraiment vulnérables, où sont les zones qui présentent donc de grands risques d'incendie. Donc l'Agence nationale des eaux et forêts, elle a mis en place donc un système de cartes de risque qui, pour chaque jour, on a 2 alertes. Donc c'est des alertes qui nous donnent donc tout le territoire national pour préciser où sont les zones vraiment qui présentent des risques d'incendie de forêt. Alors ce risque, il est construit sur la base de ce qu'on appelle le topoclimat, donc c'est la température, le vent, l'humidité, etc. Et aussi sur, je dirais, l'inflammabilité du couvert forestier. Il y a des zones qui sont plus inflammables que d'autres. Et aussi sur tout l'historique donc, des incendies de forêt. Donc ce triangle nous permet vraiment de développer des algorithmes qui nous précisent où sont les zones à risque. Et ça se fait donc de façon journalière. Et à travers la synthèse donc, de ces résultats de ces algorithmes, donc on fait ces alertes donc, au niveau des provinces qui présentent donc, des risques importants. Et quand ces provinces reçoivent ces alertes, elles en font quoi concrètement? Alors, en fait, ces alertes, ils ont plusieurs objectifs. Tout d'abord, l'objectif pour le grand public. Donc, ça veut dire que les gens ils doivent être sensibilisés quand il s'agit vraiment des risques très élevés. Mais aussi, c'est des alertes qui concernent aussi les acteurs dans la gestion de l'incident, des incendies. Donc, ça concerne bien sûr la protection civile, ça concerne les forces royales, ça concerne les autorités. Évidemment, il y a tout je dirais, des dispositifs qu'on peut développer pour prépositionner
je dirais, les équipes, le matériel pour gérer, je dirais, les incendies. Peut-être une réaction sur le coût des incendies, sur la biodiversité, professeur Srairi. Est-ce qu'on a réussi, pour le cas du Maroc, peut-être à identifier des pertes qui sont peut-être irrécupérables? C'est une question complexe. Moi, d'abord, je reviendrai sur l'idée première qui a été développée dans votre documentaire, c'est que finalement, on s'en tire pas trop mal. Quand on n'a que 22 000 hectares, vous faisiez allusion tout à l'heure au Canada, c'est un épisode tout récent. Oui. Le chiffre est effroyable. Et c'était pas en été, hein? On dira que c'est le début de l'été. C'est le début. Mais dans un pays qui a des réserves hydriques incroyables, on se pose des questions. Nous sommes beaucoup plus arides et nous n'avons que 22 000 hectares. Bon, je ne prétends pas faire la comparaison avec le Canada, loin de là. Bon, après, ça dépend aussi de combien de forêts dont dispose le Canada. Non, il n'y a aucune comparaison à faire. Certainement pas. Mais quand vous avez 22 000 hectares, alors que les pays voisins, qui sont à des tailles assez proches que le nôtre, exactement, sont parfois à 10 fois plus, là, on se dit quand même qu'il y a une certaine efficacité de gestion sur le terrain. Et on en parlait tout à l'heure. Il est manifeste que tout cela doit être saisi à l'échelle locale. Parce que là, c'est des chiffres nationaux, mais il faut revenir localement, province par province, parfois même peut-être qiyada par qiyada, où est-ce qu'on a eu ces feux de forêt. Et il est manifeste qu'il faut rendre hommage aux communautés locales et au patrimoine de gestion des forêts marocaines. C'est un patrimoine qui a maintenant plusieurs siècles. Ce n'est pas né d'aujourd'hui. Tous les travaux universitaires insistent. C'est effectivement très important d'avoir un organe central qui gère tout cela, et c'est vital. On le disait tout à l'heure, c'est vital. Mais il y a aussi donc le patrimoine local qui est fait par des collectivités locales de gestion donc du patrimoine forestier. C'est-à-dire qu'il y a déjà une bonne synergie entre les autorités locales et l'organe en charge, donc la NEF, l'Agence nationale des eaux et forêts. Mais alors, c'est une très bonne chose, parce que il est vrai que en comparant, et notamment l'été dernier, vraiment les chiffres, ils étaient catastrophiques. Hein. Nous, c'est vrai que 22 000, mais il y a certaines régions qui restent plus touchées que d'autres, et notamment le nord du Royaume. Et en sachant que 99%, plus de 90% en tout cas, des incendies de forêt sont d'origine humaine. Est-ce que c'est le cas aussi pour le Maroc? Tout à fait. Donc en fait, ça ne dépend pas du Chergui ou d'autre chose. Ou aussi, c'est parce que ça se diffuse plus vite. En fait, quand on parle d'incendie de forêt, il y a beaucoup d'incendies qui sont déclarés, mais très peu de choses surviennent. Parce que pratiquement 90% des incendies de forêt déclarés sont maîtrisés sur des superficies moins de 5 hectares. Okay. Donc on n'en parle pas, mais quand ça devient vraiment important, c'est là où tout le monde en parle, c'est là où il y a la grande mobilisation. Donc l'année dernière, c'est ça ce qui s'est passé. Donc il y a eu des incendies importants. La difficulté, c'est que c'était des incendies qui ont eu lieu de façon concomitante. Donc c'est plusieurs incendies importants en même temps. Mais aussi des incendies sur des territoires habités. Donc il y a eu menace pour les populations, ce qui fait que les priorités dans la gestion d'incendies ont été totalement orientées vers la protection de la population. C'est ça qui a fait un peu, je dirais, l'exception de l'année dernière. Et pour revenir à la comparaison avec le Canada, aujourd'hui on est à plus de 5 millions d'hectares. L'année dernière, c'était 2 millions d'hectares. Ça veut dire que les incendies au Canada, cette année, ils ont pratiquement doublé par rapport à l'année dernière. Donc, par contre, au Maroc, 22 000 hectares, c'est important vu nos écosystèmes, notre fragilité sur le plan de la désertification. Parce que nous, on dispose de 9 millions. Eux, ils ont perdu 5 millions cette année. Exactement. Oui. Donc, c'est comme si toute la forêt marocaine a presque brûlé. La moitié. Enfin, voilà, c'est ça, en fait. Oui. Donc, c'est vraiment des ordres de grandeur qu'il faut relativiser. Alors, il faut relativiser, mais est-ce qu'on risque aussi d'avoir des méga incendies comme ce qui s'est passé au Canada, en sachant qu'ils disposent de beaucoup d'eau, hein. Oui. Alors, cette notion de méga incendie, il faut vraiment la relativiser parce qu'il n'y a pas de définition précise scientifique. Bon, il y a certains qui disent qu'un méga incendie, lorsque ça dépasse 40 000 hectares. 40 000 hectares au Canada, ce n'est pas 40 000 hectares au Maroc. Donc, pour nous,
Quand il s'agit d'incendies importants, donc qui dépassent 5 000, 6 000 hectares, on considère que c'est déjà un méga incendie parce que l'impact il est important et aussi la reconstitution, il est souvent aussi difficile. Donc l'année dernière, on a eu 4 grands incendies, dont 2 qu'on peut qualifier à l'échelle du Maroc de méga incendies. C'est le cas de l'incendie de l'Oqla qui a dépassé 8 000 hectares et l'incendie de Tazrout, donc à côté de Moulay Abslam, qui a dépassé aussi 6 000 hectares. Donc c'est 2 grands incendies d'ailleurs qui ont fait vraiment l'année. Et c'est parce que 18 000 hectares, hein, pour la région de Tanger-Tétouan, Al-Hoceima, c'est déjà 80 ou 90% de tous les incendies dans le royaume. Alors, il est clair qu'on n'est pas dans ce... Alhamdoulilah, dans ces scénarios-là, on se prépare bien sûr pour faire face à cela. On parle d'un nouveau plan d'action décennale sur 10 ans. Pourquoi sur 10 ans, 2023-2000 En fait, c'est pour se donner suffisamment de temps avec tous les partenaires pour mettre en place donc, toutes les actions nécessaires de la stratégie nationale. Pour ça, il faut rappeler que nous avons déjà un plan de défense contre les incendies de forêt qui a été développé en 2001. Et d'ailleurs, c'était parmi les premiers pays qui ont développé donc, ce genre d'instrument. Il y a eu aussi des évaluations de ce plan. Il y a eu une évaluation qui a été faite par la Cour des comptes. Il y a eu de nouveaux éléments, notamment la stratégie forêt du Maroc qui a apporté aussi des orientations importantes. Il y a eu aussi cette recrudescence des incendies qui nous interpelle aussi pour vraiment approfondir les choses. Et donc, c'est pour cela que l'Agence nationale des eaux et forêts, à travers un travail, je dirais, participatif, donc où tous les acteurs ont participé, et ce qui nous a amené aujourd'hui à avoir donc ce plan intersectoriel qui nous permet donc de traiter les différents sujets qui concernent la problématique des incendies de forêt. Alors, quand vous dites qu'il y a eu une évaluation, quelles sont les leçons qui ont été tirées et quels sont les ajustements qui ont été apportés ? Alors le souci en 2001, c'était quoi ? C'était tout d'abord de pouvoir développer une approche collective. Ça veut dire que l'incendie de forêt, ce n'est pas une préoccupation du département des eaux et forêts, ce n'est pas seulement une question qui intéresse le ministère de l'Intérieur ou la protection civile ou l'armée, mais ça concerne tout le monde. Donc il fallait construire un système où tout le monde travaille ensemble. Donc en 2007, on a pu élaborer une circulaire interdépartementale qui permet donc de préciser le rôle de chaque intervenant. Donc on a appris énormément de choses depuis. Aujourd'hui, on veut encore perfectionner ce système à travers l'utilisation de nouvelles technologies, à travers aussi le renforcement de l'aspect législatif, à travers aussi le travail sur, je dirais, d'enquête sur le terrain pour savoir les causes, pour, je dirais, gérer aussi les causes des incendies de forêt. Donc, il y a beaucoup de nouveaux éléments qui ont intégrés dans ce plan et qui va certainement permettre d'améliorer encore notre performance sur ce sujet-là. Est-ce que vous pensez que, professeur Srari, qu'il faut renforcer peut-être le cadre juridique pour mieux apprivoiser cette forêt marocaine ? Je pense qu'au niveau des textes... notamment en France, au Canada aussi, maintenant et en Suisse, on appelle à renforcer les règles de prévention des feux de forêt. Je ne pense pas que ce soit l'arsenal juridique qui fasse défaut dans notre pays sur ce point particulier. Ça fait déjà plus d'un siècle, on discutait tout à l'heure de l'établissement donc, des lois qui régissent la forêt marocaine. À mon sens, la priorité, c'est surtout le changement climatique. Il faut appeler les choses par leur nom. Le changement climatique induit aujourd'hui, disons, le fait que les réflexes du passé risquent de ne pas fonctionner pour le futur, à tous les égards. Et on parlait de l'éducation, on parlait de la sensibilisation, on parlait de l'importance de la recherche et de la consolidation des organismes de recherche pour faire face et pour être même proactif par rapport à ces questions-là,
qu'il va falloir gérer parce que c'est vital, c'est fondamental. Et quand vous dites cela, c'est-à-dire quand on parle de changement climatique, nous on subit, hein. Nous on n'a rien à voir dans ce changement climatique. C'est clair qu'on ne va pas inverser les effets du changement climatique, ça ne se passe pas à notre échelle. Mais il faut quand même se préparer, savoir que le changement climatique c'est davantage de risques. Et on discutait tout à l'heure, déjà le fait que notre pays ait acquis certains outils, certains appareils pour faire face justement à cette recrudescence des feux de forêt. En soi, là, c'est déjà un comportement proactif, sachant que ces choses-là vont augmenter. Comme je vous le disais en introduction, le nombre d'incidences de feux de forêt a augmenté au cours des 20 dernières années, c'est clair, les statistiques sont claires à ce niveau. Maintenant, pour revenir à votre question, moi, je pense qu'il est fondamental de discuter, de se dire, de se projeter en avant, 2020, 2030, 2040. On discutait tout à l'heure de l'usage des drones. Voici quelque chose qui était impensable il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, ça s'est utilisé au jour le jour. Non, je dirais pas que ça va. Ils servent à quoi, en fait, ces drones ? Ah ben bien sûr qu'ils servent à repérer immédiatement avec la hauteur nécessaire les départs de feu. Chose que ne peut pas faire l'agent de terrain qui est à pied ou qui est à bord d'un véhicule et qui va se déplacer difficilement dans un espace où il n'y a pas obligatoirement des routes bien tracées. Donc là, c'est primordial. Oui. C'est évident. Puis, pour revenir aussi à un point particulier, si on parle de prévenir plutôt que guérir, il y a une composante fondamentale, c'est l'élevage. Moi, je prêche un peu pour ma paroisse. L'élevage se passe beaucoup dans la forêt. Oui. Et beaucoup de pays aujourd'hui qui connaissent l'ampleur de ces feux de forêt, on parlait tout à l'heure de l'Amérique du Nord, c'est justement parce qu'il y a eu la déprise d'élevage dans certaines forêts où il n'y a plus personne qui veut aller, les gens ne veulent plus être dans des coins éloignés, etc. La chance au Maroc, c'est que l'élevage est présent dans toutes les forêts. Mais pourquoi une chance ? Parce que tout le sous-bois... Alors oui, après on peut en discuter. C'est une arme à double tranchant. Voilà. Mais croyez-moi, en Californie... Moi, je crois les faits. Je vous dis une chose. Je veux bien vous croire, mais je fais confiance aux faits. Enfin, vous êtes un scientifique, vous faites plus confiance aux faits que moi. La Californie a fait beaucoup plus la une des journaux, il y a ça depuis maintenant une dizaine d'années. À cause de morts humaines. Beaucoup de vies humaines ont été perdues, mais aussi à cause du fait que la forêt n'était pas entretenue, notamment par le pâturage. Au Maroc, peut-être. En fait, les petites bêtes qui viennent manger et se nourrir elles enlèvent les débroussailles. On appelle le débroussaillement. Elles enlèvent un sous-bois qui peut être parfois très important dans les départs de feu. Aussi. Alors après, on peut avoir l'inverse, la photo inverse, ou le revers de la médaille, c'est-à-dire un surpâturage, ça peut aussi être à l'origine d'un départ de feu. Mais il y a ceux aussi qui disent qu'à cause justement des élevages, on fait face à un autre phénomène qui est la déforestation, un phénomène qu'on ne connaît pas chez nous. Si ? Si. Non, si vous permettez. Abdelrahim Houmi, oui, vous êtes le principal concerné. Oui, en fait, cette problématique d'élevage, c'est vrai, la forêt, plutôt le parcours peut être l'ami de la forêt, mais en même temps, il est l'ennemi de la forêt. Tout à fait. Pourquoi il est l'ennemi de la forêt ? Parce qu'il compromet toute possibilité de régénération naturelle de la forêt. Oui. Donc, quand il y a parcours, il y a une forte pression pastorale. Donc, on ne permet pas à l'écosystème de se reconstituer, d'être vigoureux. Mais en même temps, effectivement, quand il n'y a pas de parcours, donc là, la forêt est beaucoup plus exposée pour les incendies de forêt. Donc, l'idée aujourd'hui que nous avons au niveau de l'agence, c'est comment gérer cette contradiction. Ça veut dire qu'on est sûr aujourd'hui que la régénération naturelle est pratiquement impossible si on ne fait rien. Donc c'est pour cela qu'on fait des mises en défense, donc on protège les terrains à reconstituer. Quand on veut planter aussi, on met des mises en défense qui nous permet bien sûr de protéger ces espaces pour leur permettre, je dirais, de se développer jusqu'à un certain âge où après on peut les ouvrir pour le parcours. Combien ça coûte ? Ça coûte cher parce que effectivement le système que nous avons au Maroc, d'ailleurs c'est un système qui est pratiquement exceptionnel dans la région méditerranéenne, puisque c'est l'État, c'est à travers l'Agence nationale des eaux et forêts, on achète le droit d'usage donc des populations qui habitent autour des forêts. Et donc en achetant ce droit d'usage, on paye pratiquement, selon le nouveau modèle de la stratégie, c'est 1000 dirhams par hectare et par an. Donc c'est vraiment important. C'est pour inciter donc la population
qui vit autour des forêts, donc de s'impliquer dans la reconstitution de la forêt. Très bien. Est-ce qu'il y a le phénomène de déforestation ici qui menace les forêts? Quand je dis déforestation, on parle de grosses superficies. Oui, en fait, la déforestation au Maroc, ça existe, d'ailleurs comme dans tous les pays, mais il est vraiment relatif, ça dépend des écosystèmes. Il y a des zones qui sont plus exposées, il y a des zones qui sont moins exposées. Donc la déforestation, ça peut être l'incendie, parmi les causes. D'ailleurs, on dit des fois que les incendies sont provoqués par des promoteurs pour pouvoir construire leur... Voilà, il y a des opérations... Qu'est-ce qui est fait dans ce cas? Non, en fait, ce problème aujourd'hui ne se pose pas. Peut-être dans le passé, c'était important. Aujourd'hui, le foncier forestier, il est pratiquement stabilisé. Donc, si quelqu'un va incendier un espace, sachant que déjà cet espace, il est immatriculé domaine forestier, donc il ne peut rien prendre. Même s'il brûle. Même s'il brûle. Okay. Et donc, pour les viles intentions qui nous regardent, exactement. Même si vous brûlez une forêt, il n'y a pas moyen de construire un... Donc, c'est l'aspect foncier, il est sécurisé. Okay. Donc, ce qui fait... C'est vrai, dans le passé, il y avait cette possibilité. Aujourd'hui, à l'exception de quelques zones, mais en façon générale, donc l'espace forestier, il est soit immatriculé, soit il est homologué. Ça veut dire qu'il y a une délimitation administrative définitive qui permet de sécuriser le domaine forestier. On parle d'une enveloppe de 200 millions de dirhams pour l'année 2023 pour prévenir et lutter contre les incendies de forêt. Ouais. Comment est réparti ce budget? Est-ce que c'est pour acheter des canadaires? Est-ce que déjà, en termes de canadaires, on est bien, hein, on est assez... Oui, enfin, comparé à d'autres pays du continent, si ce n'est des voisins directs. Oui. D'ailleurs, on leur avait proposé des canadaires. Corrigez-moi si je me trompe. Oui, tout à fait. On avait proposé des canadaires quand il y avait les feux qui embrasaient la forêt algérienne et ils ont jugé qu'on n'en avait pas besoin. Non, ça sert aussi à cela, ces 200 millions de dirhams. Bien sûr. Non, les 200 millions de dirhams, ça c'est ce que dépense l'Agence nationale des eaux et forêts pour la gestion des risques et des incendies de forêt. Donc ça n'intègre pas les dépenses qui sont engagées par les autres partenaires, notamment les FRA, les Canadaires, la protection civile, les autorités locales, les forces auxiliaires et autres. Donc ces 200 millions de dirhams, c'est juste des dépenses pour les anticipations qu'il faut faire pour lutter contre, les incendies. Ça regroupe la dimension sensibilisation, donc ce qu'on fait avec les médias, avec aussi les populations. Il y a aussi tous les aménagements à l'intérieur des forêts, donc l'aménagement des pistes, les ouvertures des pistes, l'aménagement des points d'eau, les postes vigies, et donc les tranchées par feu. Donc c'est des dépenses qui concernent, et aussi l'acquisition des voitures de première intervention qu'utilise l'Agence nationale des forêts pour lutter contre les incendies. Selon vous, dépense-t-on assez pour la prévention et l'urgence? Oui, je pense que les résultats que nous avons aujourd'hui, et à travers toute l'expérience que nous avons acquis, on peut dire que les investissements qui sont faits sont suffisants. Peut-être qu'avec, l'augmentation de ce phénomène, l'élargissement donc de ce phénomène, ça va nous demander peut-être dans les années à venir plus d'investissements, mais je pense qu'aujourd'hui, on est capable de fonctionner sans difficulté. Alors, est-ce que ce budget, il comprend aussi un autre élément? C'est la reforestation des superficies qui ont été brûlées, parce qu'on parle de 22 000 hectares, c'est parti en fumée, il faut bien les replanter. Est-ce que c'est votre département qui s'occupe de cela ou c'est le département? Non, c'est l'Agence nationale des eaux et forêts qui s'occupe de la reforestation. Et les 200 millions de dirhams n'intègrent pas justement le budget pour la reforestation. J'imagine. Parce que là, nous avons un programme beaucoup plus ambitieux qui a été justement développé dans le cadre de la stratégie forêt du Maroc. Donc, on a un programme sur 600 000 hectares, donc c'est vraiment très important. Évidemment, les forêts incendiées, ce ne sont pas des forêts perdues. Donc, on considère qu'il y a possibilité de reconstituer. Sauf que la reconstitution, il peut se faire de différentes manières. Il y a ce que nous appelons la reconstitution naturelle. Donc, quand l'écosystème est dynamique,
il se régénère de lui-même. Donc ce que nous avons vu dans beaucoup de régions dans le nord. Mais des fois, on est obligé de passer carrément par, je dirais, une reforestation artificielle. Donc carrément des plantations qu'il faut gérer, qu'il faut sécuriser. Bon, vous avez parlé de changement climatique. Il y a aussi un changement de mentalité qu'il faut installer, parce que s'il y a le changement climatique et qu'on voit que l'activité humaine reste quand même la principale raison de l'augmentation du risque des feux de forêt, donc on a beau peut-être sensibiliser sur les risques des changements climatiques, si les personnes continuent à mettre le feu, littéralement, ça n'apporte rien, professeur Sreiri. Tel que vous le présentez, c'est peut-être un peu biaisé. Parce Moi, que je me pose la question. Quand on dit feu d'origine humaine ou l'activité humaine, ce n'est pas intentionnel. Là, ça peut être, c'est pour ça que je l'ai dit dans mon introduction. C'est des inattentions et ça peut être aussi des intentionnels pour des pyromanes. Enfin, je veux dire, ça peut être le cas, mais le plus souvent, c'est accidentel. Il faut appeler les choses par leur nom. Ça peut être un berger qui a fait sa petite popote et qui a oublié d'éteindre et quelques braises qui font un départ de feu. Ça peut être en marge de la forêt, pas dans la forêt. Des chaumes, c'est-à-dire on a moissonné des céréales et un champ de chaume et un départ de feu. Et comme on disait à l'instant, avec l'inflammabilité, il y a un départ de feu. Non, je pense que la sensibilisation est primordiale. Le fait qu'on ait peut-être une coupure avec le rapport à la nature, ça peut aussi expliquer. Pour ça que je vous disais tout à l'heure, dans un pays qui s'urbanise, peut-être que rappeler tout le temps, marteler un message où on rappelle les rôles fondamentaux de la forêt, ça pourrait aussi conscientiser davantage les personnes qui sont en contact direct avec la forêt. Et bien sûr, à l'approche de l'été, et comme on disait d'ailleurs, ce n'est plus seulement l'été, dès la fin du printemps, ou même dès le début du printemps, puisque maintenant, dès le mois de mars, parfois, on a des températures caniculaires. Il faut alerter les gens sur à peu près 6 mois par an que la forêt est un patrimoine qu'il faut préserver et surtout, il faut faire très attention lorsqu'on est en contact direct avec la forêt. Alors, juste pour revenir à ce nouveau plan directeur 2023-2033, un nouveau cycle de gestion des feux, donc la connaissance et l'évaluation du risque, la prévention, la préparation et l'intervention, l'action post-incendie et la réhabilitation. Et le contrôle. Le contrôle, il se fait évidemment à tous les niveaux, parce que si on ne développe pas donc des instruments pour évaluer et pour contrôler, on ne va pas pouvoir, je dirais, exécuter ces plans. Donc, quand on parle aussi de contrôle, donc c'est une responsabilisation des différents acteurs. Très bien. Parce que en fait, ce plan, un des piliers de ce plan, c'est tout d'abord de développer un leadership collectif et de bonne gouvernance. Donc ça, c'est le premier vraiment pilier. Et je crois que les expériences que nous avons développées jusqu'à maintenant, ils nous permettent aujourd'hui vraiment d'avancer sur cette voie. Et parce qu'il y a un travail, je dirais, très sérieux avec les différents partenaires. Et la réussite, justement, donc, de cette problématique chez nous, c'est grâce à ce travail collectif qui nous permet vraiment d'agir de façon coordonnée, de façon efficace. Mais il y a bien sûr d'autres dimensions de ce plan. Il y a la dimension d'intégration, donc le fait de travailler avec les différents partenaires dans une logique inclusive. Donc ça nous permet aussi d'aller vers plus d'efficacité. Et là, je donne juste un exemple. Vous savez, dans les régions du Sud, notamment la région d'Agadir, aujourd'hui, les barrages ne sont pas vraiment dans l'état où on peut utiliser les canadaires. Donc il fallait trouver des solutions alternatives. Il fallait carrément charger les canadaires au niveau des aéroports. Des aéroports. Pas encore le ciel, mais dans les aéroports. Donc pour faire cette opération, il fallait qu'il y ait une coordination entre la protection civile, à travers leurs camions donc, qui sont mobilisés pour cette tâche, aussi coordination avec les FRA, avec les forces royales air, qui aussi sont concernés donc, par cette problématique, et toute cette action collective qui nous permet aujourd'hui de trouver des solutions opérationnelles et qui nous permettent d'agir avec plus de sécurité. Et de célérité, parce que ça va vite. Exactement. Alors, justement, est-ce que la rareté de l'eau peut effectivement poser un problème, professeur Sreiri, pour lutter contre ces feux-là? La rareté de l'eau, elle s'exprime d'abord dans l'humidité des sols, dans les forêts. C'est ce qui fait l'inflammabilité, bien sûr.
Après, vous avez eu un exemple concret. Si dans les barrages, on n'arrive pas à trouver de l'eau, il faut s'adapter. Un exemple vient de vous être Non, mais présenté. c'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut pas utiliser aussi l'eau salée? Oui, on l'utilise déjà. Oui. Quand je dirais la mer, il n'y a pas de grandes vagues, donc les canadaires, ils sont utilisés aussi dans les mers. Très bien. Alors, un dernier mot peut-être sur le rôle, encore une fois, je reviens à cela, parce que ce plan comprend aussi le volet recherche scientifique et technique. On va finir sur cela, professeur Srairi, par vous d'abord, où effectivement, dans tous les chaînons qui ont été évoqués, se place où la recherche a toute son importance. Je l'ai dit au début, c'est manifeste. Il faut renforcer, par rapport à l'évolution du contexte, le changement climatique, il faut renforcer l'outil de formation. C'est important parce que la recherche, c'est aussi la formation. On forme les jeunes par la recherche. Dans les universités, dans les écoles spécialisées. On a vu qu'il y avait le ministre d'ailleurs de l'Éducation nationale lors de la réunion avec la ministre de l'Énergie et du Développement durable. Enfin, ces images-là, le ministre de l'Équipement et de l'eau, l'Agriculture, enfin, je veux dire, pratiquement tout le gouvernement était présent. C'est dire, en fait, finalement, la transversalité aussi de ce sujet qui est les eaux et forêts. C'est manifeste, c'est vital. Je le disais au début de mon intervention, la forêt, c'est la vie, c'est l'oxygène, c'est la formation. Et puis c'est l'entretien de nos territoires, une chance formidable qu'on a au Maroc, parce qu'on est allé un peu trop vite, le mot forêt est des génériques. Mais monsieur le directeur le confirmera, on a des essences forestières très diverses qui font même la renommée du Maroc. Lorsque vous parlez du cèdre de l'Atlas, c'est quand même une espèce très, effectivement, quasiment endémique. Et on peut parler d'autres espèces. Et je pense qu'il y a un gros effort de préservation de cette richesse, de ce patrimoine national à faire. Si vous permettez, oui, bien sûr. Moi, je pense qu'en abordant le sujet des incendies de forêt, on ne peut pas occulter, je dirais, le rôle de Sa Majesté le Roi dans la gestion de cette problématique. Donc, c'est le chef suprême de l'armée, donc il est vraiment au cœur de beaucoup de questions. D'ailleurs, l'acquisition des canadaires, c'est la vision éclairée de Sa Majesté qui était derrière. Donc, mais tout le dispositif de gestion des incendies aussi, je dirais, nécessite une coordination interarmée, différents corps. Donc, c'est quelque chose qui, évidemment, nous permet aujourd'hui de sécuriser l'intervention de l'État dans la gestion de cette question-là. Et on est suffisamment équipé en canadair. Oui, d'ailleurs. Sachant que le Maroc, quand même, reste le seul pays d'Afrique doté de ce genre Exactement. Donc, nous sommes le seul pays. Et aujourd'hui, on a 6 canadaires qui sont opérationnels. Donc, il y aura 2 autres canadaires qui vont être, je dirais, réintroduits, qui vont être acquis. Et ce qui permet vraiment de travailler sereinement par rapport à cette problématique. Oui, il y a l'autre problématique qui est les eaux. Mais nous allons y revenir dans un autre épisode avec vous, Abdelrahim. Mais là, c'était vraiment les forêts, même si franchement, on peut dire que les deux sont liés et reliés. Merci beaucoup en tout cas. Merci d'avoir répondu à nos questions, Abdelrahim Houmi. Merci à vous. Merci professeur Srairi, encore une fois. Et merci à vous pour votre fidélité à Questions d'Actu. Très bonne soirée.